savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'était la nouvelle que tout le monde attendait. Ça avait déjà commencé à filtrer dans les médias depuis hier, mais c'est aujourd'hui officiellement que c'est tombé le rapport de la CDPQ Infra, 6 mois de travail plus tard, sur le réseau de transport structurant, le transport collectif de la capitale nationale. Comme ça avait été, filtré dans les médias dans les derniers jours, mais c'est bel et bien un trajet de tramway, le tramway réduit, qui est proposé ici par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, mais pas juste ça. Réduit, en fait, c'est pas en longueur de trajet, là. C'est pas le tracé qui est réduit, c'est les gares, et c'est l'appareillage, là, les gares et le train lui-même. Et la hauteur de la dalle de béton. Donc, on a besoin de couper moins d'arbres. On va pouvoir protéger un petit peu plus la nature autour du trajet. Comme la dalle de béton va être moins haute, ça va être moins compliqué pour les gens qui veulent traverser de façon transversale. C'est plus ces irritants-là qu'on a enlevés. Ouais, épuré, simplifié, là, c'est vraiment des termes qu'on pourrait appliquer à tout ça. Mais c'est aussi un projet qui va encore plus loin, puis qui pourrait s'élever qu'une facture encore plus élevée dans les prochaines années, si jamais besoin est. Là. Parce que pour le tramway, on évalue ça, là, 19 km de tramway, à peu près 5 milliards de dollars. On viserait 2030 pour la réalisation de ce projet-là. Mais on pourrait l'étirer jusqu'en 2035 si la densification, la démographie le permet. On dit qu'on passerait là, un tunnel de 10-11 mètres à peu près là, de diamètre qui passerait du centre-ville de Saint-Roch jusqu'au centre-ville de Lévis. Mais ça, c'est le projet de la CAQ, là. Oui. Quand la CAQ on dit la CAQ a abandonné le troisième lien, mais officiellement, ils ont gardé un troisième lien strictement pour le transport en commun. C'est juste que là, la CAQ, eux autres, je pense qu'ils voudraient ressusciter leur projet de troisième lien autoroutier ou routier. Puis là, la Caisse de dépôt leur donne pas le feu vert pour ça. La Caisse de dépôt dit il n'y a pas les flux de circulation qui le justifient à ce moment-ci. Ouais, eux disent que l'économie de temps en tant que telle, de construire un nouveau lien sur la circulation, ils disent que ce serait de l'ordre d'à peu près 5 minutes. Là. Ça, sincèrement, ça dépend où tu le fais, ça dépend quoi, mais je vois pas comment c'est possible. Quelqu'un qui fait le fer à cheval au complet, là, qui part du centre-ville de Lévis, qui sera au centre-ville de Québec, en allant faire tous les kilomètres vers l'ouest, puis tous les kilomètres de retour vers l'est, s'il y avait un lien direct, je vois pas comment ça peut être 5 minutes de différence. Ça m'échappe, là. Ouais, mais eux disent s'appuyer sur toutes sortes d'études autour de ça, disent que de toute manière... Ouais, mais ça dépend de ton origine-destination, là. Parce que si tu connais le territoire, c'est tout... Mettons que tu pars de Lévis, là. Tu t'en vas, tu travailles au Parlement, tu travailles à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est tout un détour que tu fais, là. Non, c'est ça. Faut que tu ailles prendre le pont, puis après tu ça, fais tu fasses... un immense fer à cheval, puis tu reviens, si t'es pas, tu reviens en face d'où t'étais, là. Ouais, puis là, soit tu prends l'autoroute, là, le numéro de l'autoroute m'échappe, ou sinon, tu te fais grande allée tout le long, vraiment longtemps pour te rendre dans ce coin-là. C'est ça, mais c'est ça, le matin, tout ça est jamais, là. La 20 vers l'ouest est bloquée, le pont est bloqué, puis les routes vers l'est, ensuite, sont bloquées. Fait que t'es dans le trafic, ça va te prendre 1 heure, t'es dans le trafic tout le long. Ouais, regarde, je comprends que moi, je retiens, les flux de circulation ne le justifient pas, compte tenu de la valeur de l'investissement. Ce qui reste comme bouée au gouvernement Legault, c'est la fameuse question de la sécurité économique, la sécurité des transports de marchandises advenant qu'il arrive quelque chose sur le pont Pierre-Laporte. Puis qui avait été énuméré justement mardi par Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, là, qui avait dit, non, même si ça a l'air d'être ça que du CDPQ Infra, on n'est pas excessivement d'accord, parce que si jamais il y a un pépin avec le pont, c'est ça, hein, toutes les marchandises doivent transiter par Trois-Rivières. Disons que c'est moins qu'idéal. Et là, dans ce projet-là, c'est quand même intéressant, Mario, parce que là, on a parlé du temps de moins, puis de l'espèce de débat sur l'auto. Mais si ça vient se réaliser, le tunnel, on dit, là, on promet entre Lévis et Saint-Roch 6 minutes de trajet. C'est ce qu'on promet. C'est rapide. C'est rapide. On se comprend là, pour être capable de transiter. En même temps, c'est logique, c'est pas loin, là. Non, c'est ça, c'est pas loin. Géographiquement, c'est pas loin, pas en tout. Mais. Il y a un fleuve. Ouais, c'est ça, un petit détail, d'une belle étendue d'eau. Là, projet de tramway auquel on joindrait des services rapides par bus, des voies réservées. On a tout un ensemble de transports. La réponse, parce que là, dans le fond, la Caisse de dépôt a fait son travail, a déposé ça, a mis des chiffres. La réponse du gouvernement, et on aura un début de réponse, peut-être une réponse complète, peut-être un début de réponse dès demain. Oui, parce que en fait, ce qui est drôle, c'est que
à moins que ce soit une erreur de communication à l'intérieur de la CAQ, on a déjà un début de réponse. Jonathan Julien, qui est bien évidemment, lui, le ministre... accueillait positivement le rapport. Oui, accueillait positivement, avait l'air même excité là, lorsqu'on lui a parlait d'un bon rapport. Et surtout, il insistait, pour pas avoir l'air du type qui pile sur sa peinture. C'est ça. Il insistait sur les différences, là, que la caisse de dépôt, là, ce qui ont changé, là, c'est plus le même projet. Non, c'est ça, c'est plus le même projet, pas en tout. Non, là, il regardait ça de façon plus positive, c'est plus le même projet. Pas en tout, exactement, mais comme tu le dis, les réponses, les vraies réponses, elles s'en viennent demain, parce que c'est à ce moment-là que Geneviève Guilbeault va faire face aux médias, mais cette fois-ci, elle ne sera plus seule, Mario, parce qu'on se souviendra que quelqu'un est allé mettre la hache dans le projet du troisième lien. C'était présenté toute seule avec comme toutes ses études là, sous les bras en parlant aux médias. Ça se dit mal parce que c'était un projet de tunnel. Puis quand on dit qu'elle est allée enterrer le tunnel, ben t'as l'impression qu'elle l'a juste... Parce qu'un tunnel est toujours enterré. Ben t'es allé enterrer le tunnel, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Faut enterrer le tunnel. Le remblayer peut-être aurait été des mots plus exacts. Tuer le projet, ça dit ce que ça a à dire. Voilà, mais elle va revenir là, cette fois-ci devant les médias avec François Legault, le premier ministre, là, qui va être là pour appuyer sa vice-première ministre. Moi, je considère que dans les 48 dernières heures, là, je m'adresse aux amateurs de lutte, le projet de troisième lien a fait comme The Undertaker. Il est sorti là, avec la musique, sorti du cercueil. Ouais, exact, c'est vrai, là, il est de retour, Mario. Et quand The Undertaker sort du cercueil, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Là. Oh non, c'est vrai que ça peut virer mauvais, pas à peu près si The Undertaker est là. Donc attachons notre truc pour la conférence de presse de demain. Voilà, ça s'en vient et c'est à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, dans la politique québécoise, la porte-parole féminine de Québec solidaire, c'est une course qui sera suivie là, dès novembre prochain, mais on a déjà une candidate qui se lance dans le ring, c'est Ruba Gazal, la députée de Mercier. Ouais. Se relance serait peut-être le mot plus exact. Et serait-elle la seule? Parce que sincèrement, elles étaient trois et ça avait été toute une course et ça avait été serré. Gagné par... Écoute, moi, j'avais fait le calcul parce que Québec solidaire avait donné les pourcentages. J'avais calculé le nombre de personnes présentes. C'était entre 4 et 6 votes. Là. L'écart entre Ruba Gazal et celle qui a gagné, Émilise Lessard-Terrien, c'est genre, ça se comptait à peu près ses doigts d'une main. Ouais, c'était minime. C'était minime. Donc là, Émilise Lessard-Terrien a démissionné. On connaît le fracas et les conséquences. Christine Labrie s'est retirée de la course en se présentant, pas en se présentant, mais en s'offrant pour jouer le rôle par intérim. Voilà. Présentement, c'est elle là, qui est co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il reste Ruba Gazal. Il y a une autre députée féminine dans le caucus, Mme Mendes, mais sincèrement, c'est une nouvelle députée, peu d'expérience, elle est plutôt bonne dans son dossier de l'environnement. Mais c'est plutôt la visibilité qui je la vois pas du tout comme co-porte-parole. Alors là, Ruba Gazal dit, il faut que je sois prudente, quelqu'un pourrait se présenter. Reste l'hypothèse d'une candidature non élue. Oui, qu'elle compte la chaise. Oui. Est-ce qu'une Catherine Dorion ou une personnalité pourrait ressortir? J'y crois plus ou moins. Est-ce qu'une personne, mettons, qui est en opposition à l'orientation pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois pourrait dire, ben moi, je me sers de la course au co-porte-parole, même si moi, je suis moins connu comme personne, mais je porte la cause du Québec solidaire plus traditionnel, non au virage pragmatique. Peut-être, mais je veux dire, je dirais à nos auditeurs, si vous avez de l'argent engagé aujourd'hui, vous êtes mieux de mettez-le sur Ruba Gazal. À mon avis, les probabilités qu'elle soit élue sont très, très, très élevées. Oui, mais c'est quand même pas exclu, là, comme tu le dis, qu'il y a quelqu'un de l'extérieur. Qu'il y a une course. Oui, parce qu'Émilise Lessard-Terrien, peut-être que les gens sont moins habitués, se disent, voyons, c'est supposé être une députée qui va être là-dedans, mais pas nécessairement. Émilise Lessard-Terrien n'était plus députée à ce moment-là. Elle venait d'être battue, et elle avait encore l'aura d'avoir gagné l'élection d'avant, le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, donc portait l'aura de la députée d'une région, qui... Il y avait quelque chose. À mon avis, une simple militante, jamais élue, aurait peut-être de la misère à avoir le même tirant d'eau. Tu l'as nommé il y a 2 minutes, mais on s'entend que c'est vraiment Catherine Dorion, la personne qui pourrait... Je pense pas qu'elle va le faire. Ben non, mais... je pense qu'elle pas... Écoute, je pense qu'elle prépare une série de spectacles. J'ai vu son nom passer pour des billets à vendre. Oui, c'est vrai. C'est une artiste, c'est vrai. Spectacle, conférence, spectacle, je sais pas trop quoi, mais oui, elle a des billets à vendre. Elle n'est pas pantoute en mode se présenter dans une course à la chefferie. On se comprend. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, c'est le fiasco de la Formule 1 qui continue de retentir. Puis mais c'est quasiment un autre volet encore pire que les terrasses, d'une certaine façon. Parce que les terrasses, ça a été terrible, on l'a vu. Mais là, ce qui ressort,
c'est dans un magazine prestigieux, mondial de course automobile, Ouais. où on apprend que le président, le grand boss de la Formule 1, s'est excusé aux pilotes, aux écuries. Ouais, dans le magazine britannique Autosport, c'est Stefano Domenicali, qui est donc le grand patron, le président de la Formule 1 en tant que tel. Il s'excuse quasiment d'être venu à Montréal. Ah, il s'excuse au chef des écuries du circuit. Là. Donc, Et aux pilotes. Ouais, au pilote, au chef des écuries, en disant il y a eu beaucoup de plaintes, semble-t-il, après des manques de communication, là, à la fois du côté des organisateurs du Grand Prix et de la police de Montréal, du SPVM. Là. Il y aurait eu des entrées fermées au parc Jean-Drapeau. Des pilotes pas capables de se rendre, des pilotes pognés dans le trafic, Ouais, puis des parkings pas disponibles, des indications pas claires, l'organisation pas capable de parler à la police pour régler ça. Puis après ça, revient ce qu'on a vu. Écoute, Mario, fait combien d'années qu'on en parle à chaque fois depuis qu'on a le nouveau paddock à Montréal? Infiltration d'eau. Moi, j'en ai parlé ce matin à LCN et il y a un monsieur qui m'a envoyé les images des descripteurs français, des descripteurs de France. Hey, le gars filme avec son sel, mais tu vois l'eau pisser. Ça tombe sur sa console, ça tombe sur ses affaires, il capote, là. Ouais, puis il n'y a pas ça, des équipements électriques dans un Grand Prix. Hein? Il y a tout son équipement, puis là, il voit l'eau qui se met. Il pleuvait, évidemment, il pleuvait à boire debout, on le sait, en fin de semaine. Mais l'eau tombe du toit, là, comme entre sa face puis la vitre. Lui, il regarde ça à travers une vitre. Entre sa face puis la vitre, l'eau tombe sur la console. Ah non, puis ça avait été dénoncé plein de fois avant le Grand Prix, mais là, on se comprend que la météo a vraiment mis oui, mais là, tout le poids dessus. Mais il y avait des reportages en 2019 cette fois sur le fait que le toit coule. Ah non, on se comprend, c'est absolument inacceptable que t'es rendu en 2024, puis là, il y a plus, finalement, il y a plus à la tête du monde. Le toit coule, ces équipes de reportage, les gens ont de la misère à se rendre, il n'y a rien de clair. Il y a eu toute cette question d'annulation aussi. C'est un désastre. Ah non, vraiment, ça a été un désastre de ce côté-là, puis comme tu le dis, c'est parce que c'est pire. Les terrasses, OK, tu sais, crise à Montréal, terrasse gate, tout le monde hurle après la mairesse, d'accord. Mais on a su que, en tout cas, la rumeur court très fort, là, puis qu'il y avait du monde quand même des paddocks, c'est-à-dire que dans l'industrie de la F1, là, des gens des équipes, là, il y en a ces terrasses. Sur une de ces terrasses-là. Donc, l'histoire des fermetures de terrasses est aussi rentrée dans Formule 1. Là. Ouais, puis là, quand t'as le patron qui s'excuse comme ça, puis on se comprend, c'est pas lui qui organise le Grand Prix de Montréal, mais pour aller s'excuser comme ça, c'est absolument pas beau à voir de l'extérieur. Lui, il s'excuse, complétons notre affaire. Il s'excuse en disant « Je fais enquête sur Montréal pour plus que ça se reproduise. » Ah non, c'est vraiment pas une bonne image pour la ville. Puis en plus de tout ça, il y avait déjà eu, je rappelle, dimanche, la Fédération internationale d'automobile qui avait fait un blâme énorme au Grand Prix du Canada, encore une fois, l'organisation du Grand Prix, parce qu'il y a des gens qui ont juste sauté sa piste lorsque Max Verstappen a gagné le Grand Prix, puis qui l'ont comme suivi sur son tour d'honneur, ce qui ne se fait absolument pas. Déjà, il y avait eu cette plainte-là en plus, mais il n'en fallait pas plus, Mario, pour faire choquer la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui, à son entrée à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour le Conseil des ministres, était furieuse. Là. Ça s'est vu là, devant les journalistes. Elle a dit qu'elle était gênée de la situation qu'il y avait eu là, que son travail, c'est d'attirer, bien évidemment, les touristes internationaux jusqu'à Montréal, jusqu'au Québec, que c'est un événement là, qui est vu par quelque chose comme 1 milliard de personnes sur la planète en rediffusion, puis on a l'air de ça. Mais c'est parce qu'elle aussi, son ministère, son gouvernement, met de l'argent dans le Grand Prix. Les plus grands bailleurs du Grand Prix. Met de l'argent dans le Grand Prix en disant quoi? En disant belle vitrine, belle visibilité pour Montréal. Mais tu sais, se donner une belle vitrine puis une belle visibilité, je veux dire, c'est en prenant pour acquis que tu vas présenter une belle image de toi-même. Ouais. Si tu comprends, si tu te donnes une vitrine pour aller faire un fiasco, pour aller prouver ton incapacité, pour aller montrer que ta ville est congestionnée de cônes oranges, que tu fermes tes terrasses en épais, que les toits coulent, t'es mieux de pas avoir de vitrine, là. T'es mieux qu'on parle plus de toi, là. Non. Ça a été une fin de semaine vraiment, vraiment gênante. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Faut croire que les courses automobiles, Mario, ça resplendit pas sur les maires et les mairesses de Montréal, en général. On en avait un autre exemple. On se souviendra que c'est un peu ce qui avait coulé, là, selon plusieurs analystes politiques. Denis Coderre, à l'époque, à Montréal, mais pas la Formule 1, la Formule E. Formule électrique. Ouais, le fameux projet de Denis Coderre. Et là, mais voilà que l'ex-maire de Montréal, qui est de retour de Compostelle, était aussi de retour en cours aujourd'hui pour aller, justement, se défendre dans ce procès où l'homme d'affaires, là, qui était un des hommes d'affaires qui était responsable, là, qui voulait, lui, être un des organisateurs de la course de la Formule E, qui a été écarté depuis et qui poursuit là, la ville
ville pour 3 millions de dollars. Ouais, c'est pas Denis Coderre personnellement. Il est allé témoigner dans cette poursuite-là. Ouais, parce qu'Alexandre Chocot... Sauf que ça le replonge dans l'histoire la plus compliquée de sa vie au moment où il est à quelques jours de se lancer dans une course. Ouais, on se comprend que c'est vraiment pas idéal comme timing pour lui parce que à l'époque, là, le bureau de l'inspecteur général de Montréal avait sorti un rapport dévastateur en disant mais la ville a contourné des règles pour organiser la Formule E et on donnait ça direct dans les mains à Evenco qui finalement a juste décidé de sacrer ça là en disant que c'était pas organisable cet événement-là. Mais le promoteur Alexandre Chocot lui dit qu'il est intéressé, a fait des démarches, voulait se présenter là-bas, puis que Denis Coderre l'aurait écarté complètement en disant lui, puis c'est ce qui a témoigné... Au profit d'Evenco. Puis ce que M. Coderre a dit aujourd'hui, c'est dit moi je veux pas... J'ai appris qu'il y avait, à l'égard de M. Chocot, des allégations de fraude dans un article de Journal de Montréal. Puis il a dit, je veux pas toucher à ça avec une barre de 20 pieds, dès qu'il s'en était fait parler par sa conseillère principale. Le problème, c'est qu'il a admis aujourd'hui qu'il n'avait pas lu l'article du tout en question. Finalement, il avait donné ça dans les mains d'Evenco par la suite. Donc, qu'est-ce qui arrivera dans le reste du procès? C'est à voir. Mais comme tu le dis, le timing, Mario, pas idéal. Pas idéal pantoute. Actualité. Les fuites de données chez Desjardins depuis 2019, c'est un dossier qui traîne au Québec. On parle de presque 9 millions de clients qui ont été touchés finalement par cet énorme méga-vol de données. Mais voilà finalement qu'aujourd'hui, 3 arrestations, 5 ans plus tard, qui sont réalisées par le service de police de Laval ce matin, qui sont allés arrêter, donc 3 personnes. Et c'est une 4e arrestation là, qui se préparait aussi. Là, on cherche encore quelqu'un activement. Puis ça prouve que la police, même qu'on n'en entend pas parler, Mario, sont encore sur le cas. Ben, ça a été long, mais écoute, il pouvait pas ne pas y avoir des arrestations dans ce dossier-là. Là. Ça aurait été une honte, là. Mais à chaque année, on en reparlait, on disait qu'est-ce qui arrive avec Desjardins? Ouais. Puis ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Bon. Donc là, on a des conclusions, on a des gens arrêtés. Et des gens. Parce que ça, c'est l'autre réponse qu'on obtient un peu aujourd'hui. Il y a eu de la grosse fraude. Là, de la grosse fraude. Le porte-parole de la police de Laval parle de sommes volées à partir des données. Donc, le vol de données, c'est une chose, puis c'est un crime que de voler les données. Oui. Mais les gens qui sont accusés aujourd'hui sont accusés de fraude, puis sont accusés de plus que ça. Et on parle de 8,9 millions de dollars. Ah ouais, c'est lucratif là, d'avoir en main des données comme celle-là. Là. On se comprend surtout quand t'es volé à une banque. Ils en ont profité pleinement. Oui, donc ce sera à suivre, là, parce qu'évidemment, avec des arrestations comme ça, ben là, il pourrait y avoir des accusations. Les accusations peuvent mener à des condamnations. Là, il va y avoir un procès autour de tout ça. On peut bien l'imaginer si on dépose là, des accusations du côté du DPCP. On va avoir peut-être plus de nouvelles autour de ça un peu plus tard. J'ai hâte de voir. Là. C'est toujours dans les procès, hein, Mario, qu'on apprend un peu les coulisses du comment, du pourquoi. Ils sont pris et tout ça. Mais il y a 2 individus qui sont déjà accusés, là, Ayoub Kourdal, Imad Djbara. Donc, ces deux-là, en fait, on dit devraient comparaître là, dans les prochaines heures. Là, probablement d'ici la fin de la journée aujourd'hui, au plus tard, tôt demain matin. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On a appris un peu plus tôt là, cette semaine que le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, le méga chantier qui dure depuis un bon moment, risque de durer encore plus longtemps que prévu, presque 1 an de retard là, qui a été avancé en raison là, d'une détérioration plus accrue qu'on pensait des tours de ventilation, entre autres, sur le chantier du pont-tunnel. Et là, on a été convoqués, là, les médias aujourd'hui, là, du côté du chantier du pont-tunnel pour faire le point, justement, sur ce qui s'en vient. Puis là, du côté de Québec, on a une petite éclaircie. Là. On dit d'un côté, ouais, on a espoir de livrer ça moins d'1 an de retard. Là. Ce serait quelques mois de plus là, pour être capable de réaliser tout ça, mais attention. Donc, moins pessimiste que la version du début de la semaine. Moins pessimiste sur le temps, Mario. Oui. Mais qu'avons-nous dit lorsqu'on s'en est parlé en début de semaine, tout ça? C'est sûr que plus long, c'est plus cher. Là. Ah ben tiens. Plus long, c'est plus cher. Puis quand c'est plus long, puis on veut le condenser, c'est encore plus cher, Mario. C'est ce qu'on a averti en préparant le terrain aujourd'hui, encore une fois, en disant, elle va sûrement augmenter de quelques centaines de millions, ce projet-là. On est déjà à 2,5 milliards de dollars là, pour les coûts initiaux, puis on se comprend. C'est un montant qu'il faut jeter aux oubliettes là, presque immédiatement. On s'en va vers 3. Ouais. Au moins. En espérant que ça soit... On s'en va vers 3, au moins. Voilà. Économie. La chaîne de restauration rapide McDonald's a ouvert une enquête au Québec après un reportage de nos collègues du Journal de Montréal qui faisait état des services
en anglais seulement dans plusieurs restaurants de la marque bien connue McDonald's. C'était des reportages quand même assez costauds là, de nos collègues là, qui rapportaient, entre autres, qu'il y a eu 6 fois plus de plaintes à l'OQLF là, dans les dernières années contre McDo. T'sais, en 2021-2022, on était comme à 38 plaintes. Pas beaucoup, presque un nombre normal, dirait-on. C'est passé à 230 sur 2023-2024. Là. Véritable explosion. Est-ce que c'est des plaintes pour des écritures, des affichages ou des plaintes pour une incapacité du personnel en place à fournir le service en français ou peut-être des deux? Ce serait surtout le personnel. Là. Pour ce qui est de l'affichage, pas vraiment. Tu sais, McDo, on se comprend, c'est une compagnie qui est rodée, qui est sur le territoire québécois depuis longtemps. On doit être dans les premiers endroits au monde après les États-Unis eux-mêmes à avoir des franchises McDo. Ouais, ils ont même traduit juste pour le Québec, comme des McCroquettes. Ouais. C'est unique au monde, là. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'est McNuggets. Et en France, c'est des McNuggets. Des McNuggets? C'est des McNuggets. C'est vrai que les Français... Ou les McNuggets. Voilà, stationnement, ça n'existe pas, c'est le parking. Ouais. Donc, il y a des mots uniques au Québec chez McDo. Oui, puis c'est ça par quoi ils ont répondu là, en disant qu'ils ouvraient une enquête, que ça faisait longtemps qu'ils se sont engagés à respecter les lois québécoises, qu'ils vont enquêter sur la chose. Donc, McDo qui n'ont pas été réticents au travers de tout ça, même si depuis les premières questions du journal là-dessus, il y avait un délai là, de quelques semaines avant de répondre. Mais c'est quand même vraiment, là, c'est des clients qui sont pas capables de se faire servir dans leur langue. Hey, ça a été, par exemple, là, le témoignage là, d'une femme sur le boulevard Taschereau à Greenfield Park là, qui était allée se plaindre. Parce que c'est plus juste à Montréal, là, hein? C'est le Grand Montréal. Ça parle plus français. Là. Ben oui, donc, je veux dire, on est à Greenfield Park. Puis je veux bien que le nom de la ville, c'est Greenfield Park. C'est quand même... C'était à 3 minutes de Longueuil. C'était à 3 minutes de Longueuil. Puis sur place, là, c'est une dame qui avait dit, qui avait porté plainte parce que posait des questions en français, puis on n'était pas capable de lui répondre en français. Et à ce moment-là, la gérante du restaurant lui a répondu « Si vous comprenez pas l'anglais, c'est votre problème. » Je veux dire, au Québec, là, ça peut pas passer. Puis là, donc, c'est pas si vous parlez pas français dans un commerce sur la Rive-Sud, vous avez un problème comme commerce, c'est la personne, si elle comprend pas l'anglais, qui a un problème. Voilà, puis dans le centre-ville, nos collègues du journal ont aussi fait une petite tournée, là, aller commander certains articles là, dans le centre-ville, dans les McDo du centre-ville. C'était laborieux, semble-t-il, là, de le commander en français. Donc, au moins, McDo qui répondent positivement à tout ça, qui vont mener une enquête. Est-ce qu'il y aura des conclusions après ça? Ça, c'est une autre question quand même. Mais le territoire où le français disparaît s'élargit. Je vais enquêter plus, mais sur la rue ici, pas loin, là, ils viennent d'ouvrir un nouveau commerce. Là. Ben, je l'ai vu, moi aussi. C'est, de loin, écoute, j'ai pas marché, là. On va aller voir après. Mais t'as vu la même chose que moi, we're open, pis tout ça, y a rien. En tout cas, d'ici, on voit rien. D'ici, là, ce qui est lettré assez gros pour qu'on le voit à l'autre bout, on voit juste de l'anglais. Ouais, s'il y a du français, il est plus petit. Écoute, je vais aller ici, voir. on n'est pas dans le West Island, là. Non, on veut pas on est dans l'Est, là. Non, je veux pas tirer sur les commerces du quartier, on a de moins en moins déjà, mais ça peut être quand même inquiétant. Nous ferons enquête. Un commerce vivant, là, faudrait s'en réjouir, mais alive, pas vivant, alive. Le Monde. Dans les affaires internationales, c'est des images qui ont peut-être donné froid dans le dos aux gens qui se souviennent des événements les plus graves de la guerre froide, de la baie des cochons et de ce qui s'était passé, la crise des missiles de Cuba. Je m'en souviens très bien de la baie des cochons. T'avais quel âge? Je sais que moins 8 ans. Ouais, à peu près. J'avais moins 8 ans. Ouais. Bon, voilà. Ni toi ni moi ne pouvons nous en souvenir, Mario. Mais ceux qui le peuvent, ben, savent que... Faut avoir au moins, sans souvenir, faut avoir au moins 70, 75. Hein. Ouais, voilà. Ça vient un peu plus loin, mais quand même, les gens qui se souviennent de la crise des missiles de Cuba, hein, où la Russie avait décidé d'installer des missiles de croisière sur l'île, qui est leur allié historique, ben, ont peut-être eu froid dans le dos, comme je le dis, parce que c'est 4 navires de guerre de la marine russe qui ont été aperçus aujourd'hui dans le port de Cuba, qui sont arrivés sur place, dont un sous-marin à propulsion nucléaire, le Kazan, qui, là, semble-t-il, il n'y a aucun navire qui porte quoi que ce soit comme charge nucléaire. On a tenu à le préciser. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben, eux sont allés... Ils sont loin de la maison, quand même. Non, mais c'est une escale. Eux disent là, que c'est une espèce de symbole politique, mais on se comprend. Là. Alors qu'il y a des escalades, des tensions entre la Russie et divers pays, ben, c'est comme une espèce de visite de courtoisie qui est faite. Parce que dans les dernières années, ben, du côté là, des Cubains, on a toujours soutenu la Russie. On a soutenu la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine en leur souhaitant bonne chance au travers de tout ça. On a intensifié vraiment une relation qui est qualifiée de stratégique là, par Moscou de ce côté-là. Et le ministre des Affaires étrangères russe et le ministre des Affaires étrangères cubain sont censés là, se rencontrer aujourd'hui, justement, à Moscou. Donc, c'est dans cette espèce de cadre-là qu'on a fait ça.
faut se dire que c'est une démonstration de force plus qu'autre chose. Puis j'en profite, Mario, pour dire que vendredi, à la Havane, c'est pas la Russie qui va être aperçue dans ce coin-là. C'est un navire patrouilleur de la Marine royale du Canada, monsieur, qui se déplace là-bas. Le Margaret Brooke, un navire qui va aller là dans le cadre du 80e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et Cuba. Donc, c'est peut-être un peu moins menaçant qu'un sous-marin nucléaire russe, mais on fait notre part, Mario. Ouais, faut toujours se souvenir que quand t'es rendu à Cuba, t'étais à quoi? À 300-400 km des États-Unis, là. Oui. C'est un peu plus inquiétant, peut-être. Il n'y a pas souvent des bâtiments militaires russes à cette distance-là des États-Unis. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.